Pendant 50 ans, on nous a expliqué qu'on était trop nombreux sur Terre, que la planète allait craquer sous le poids de l'humanité, que faire des enfants était presque devenu un geste irresponsable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les mêmes gouvernements, les mêmes institutions, les mêmes éditorialistes qui agitaient le chaos démographique paniquent parce qu'on ne fait plus assez d'enfants et que bientôt, nous ne serons plus assez nombreux sur Terre. En 1968, le biologiste Paul Ehrlich prédisait que la surpopulation entraînerait des centaines de millions de morts par famine dans la décennie suivante. Il s'est trompé. En 1972, le Club de Rome s'est trompé aussi. Il annonçait l'effondrement de la civilisation industrielle faute de ressources avant la fin du siècle. Depuis, la population a doublé, la production alimentaire a triplé et la famine a reculé comme jamais dans l'histoire. Et au moment où la peur de la surpopulation s'efface devant la réalité des chiffres, en voilà une autre, l'exact opposé. Les technophiles libertariens, Elon Musk en tête, Jensen Huang à sa suite, prophétisent maintenant l'effondrement prochain de la civilisation faute de bébés. En Corée, au Japon, en France, en Italie, en Inde, aux États-Unis, en Chine, partout sur la planète, sans qu'on leur demande rien, des milliards d'humains ont décidé ensemble de ne plus faire d'enfants. La natalité baisse, la croissance démographique ralentit et la peur a changé de camp. À partir de là, 2 questions. Pourquoi l'humanité ne fait-elle plus de bébés ? Et surtout, est-ce vraiment le drame qu'on nous vend ou bien une chance qu'on est en train de rater ? Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler un dicton très important. Cash is trash. L'argent papier n'a pas de valeur intrinsèque. L'inflation grignote silencieusement votre épargne et avec votre pouvoir d'achat. Et votre banque, dans le même temps, s'enrichit avec votre argent et vous facture des frais de gestion. Money Radar vous a trouvé la solution. Débloque. C'est le compte courant nouvelle génération régulé en France qui révolutionne votre gestion financière avec sa toute nouvelle fonctionnalité, en plus de l'achat de crypto, l'achat et vente de métaux précieux. Dans cette période incertaine, rien de mieux que l'or et l'argent physique pour protéger votre patrimoine avec des actifs refuges à partir d'1 € seulement, sans paperasse et sans frais de garde. En plus de cela, votre cash résiduel vous rapporte 4% de rendement par an, sans aucun plafond, avec des gains versés tous les jours. L'application est ultra complète, intègre les virements instantanés gratuits et un cashback allant jusqu'à 1%. N'attendez plus pour vous lancer dans l'achat d'or facilement depuis votre appli bancaire avec Débloque. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code dès maintenant pour profiter de 3 mois de premium offert avec le code MONEY et jusqu'à 500 € offerts à l'activation de votre compte. Cette peur d'être un jour trop nombreux sur Terre n'est pas née hier, elle est même étudiée depuis des siècles. Voici Thomas Malthus, pasteur anglais, économiste et misanthrope assumé. En 1798, il publie son essai sur le principe de population et pose une théorie simple. La population croît de manière géométrique et les ressources de manière arithmétique. À un moment, il y aura trop peu dans les assiettes pour nourrir toutes les bouches. Conclusion, il faut diminuer le nombre de bouches. Rien de mieux pour ça que de laisser la nature faire son travail. Elle va réguler elle-même la situation avec famine, guerre, virus et bactéries. C'est pour ça que Malthus, trop sympa, milite pour l'abandon des pauvres. La famine est un phénomène naturel qu'il faut laisser agir et aider les pays où les populations en difficulté revient à les encourager à faire des enfants. Bill Gates a passé 20 ans à démontrer le contraire. Il défend l'idée qu'améliorer la santé et réduire la mortalité infantile conduit aussi à ralentir la croissance démographique. Moins de mortalité infantile, c'est moins de naissances, et c'est la transition démographique classique qu'ont connue toutes les économies développées. Malthus s'est donc planté, la révolution industrielle, puis la révolution agricole du XXe siècle ont fait exploser la production alimentaire bien au-delà de ses projections. Mais son idée, elle, a survécu et elle a même prospéré. En 1968, le biologiste américain Paul Ehrlich la ressort dans son livre intitulé « La bombe P ». P pour population. Dedans, on peut lire que des centaines de millions d'êtres humains vont mourir de faim entre les années 70 et 80. À l'époque, la Terre compte 3,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes près de 8,3 milliards et la sous-alimentation touche un être humain sur 10 dans le monde contre 2,5 à l'époque d'Ehrlich. Lui aussi s'est planté et il n'a jamais reconnu ses erreurs et il enseigne toujours à Stanford. 4 ans plus tard, en 1972, le Club de Rome enfonce le clou.
Ce think tank a été fondé en 1968 en Italie grâce au soutien de la Fondation Rockefeller. Il rassemble des scientifiques, des hauts fonctionnaires, des économistes, des industriels et des personnalités qui étudient ensemble les grands sujets qui touchent l'humanité. Le Club de Rome publie lui aussi un rapport, Les limites de la croissance, connu aussi sous le nom de rapport Meadows. Il est financé par la fondation Volkswagen et rédigé par une équipe du prestigieux MIT et il détruit l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini. Des dizaines de millions d'exemplaires vendus, un best-seller apocalyptique qui annonce que si rien n'est fait, l'effondrement arrivera entre 2040 et 2100. C'est dans pas longtemps. Cela dit, il faut être honnête, le rapport Meadows a été plus juste qu'on ne le dit. Quand une chercheuse de KPMG a refait tourner ses modèles en 2020 avec les données réelles mesurées en plus de 50 ans, elle a constaté que la trajectoire observée collait au scénario décrit. Et l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini reste, sur le fond, indiscutable. Là où Meadows s'est trompé, ce n'est pas sur le diagnostic. Il s'est trompé sur la solution. Croire lui aussi qu'on réglerait le problème en faisant moins d'humains. Une très mauvaise idée. On connaît aujourd'hui les ravages des campagnes de stérilisation forcée en Inde, des plannings familiaux au Japon ou de la politique de l'enfant unique en Chine. Ces pays, parmi les plus peuplés au monde, font face au vieillissement accéléré de leur population et à un déficit de femmes de plus en plus marqué. Employer la force pour limiter la démographie n'a servi à rien, sauf provoquer l'inversion de la pyramide des âges, et tout ça alors qu'il suffisait d'attendre. À partir de l'an 2000, la natalité s'est mise à chuter toute seule dans des dizaines de pays. Mais au lieu de s'en réjouir, le monde s'en est alarmé. En à peine une génération, on est passé de « il y a trop d'humains, la planète va craquer » à « on ne fait plus assez d'enfants, l'humanité va s'effondrer ». En 2023, un réalisateur britannique du nom de Stephen J. Shaw sort un documentaire intitulé « Birth Gap ». Il a passé 7 ans à enquêter dans 24 pays, à interroger des démographes, des sociologues et surtout des femmes et des hommes qui n'ont pas eu d'enfants. Sa conclusion bouscule le discours ambiant. Ce n'est pas une question de volonté, les gens ne cherchent pas à avoir moins d'enfants, mais ils sont de plus en plus nombreux à traverser la vie sans faire de bébé et sans jamais l'avoir décidé. Shaw appelle ça le childlessness, l'absence non choisie. Selon ces chiffres, dans la plupart des pays développés, une femme sur 4 née dans les années 70 n'aura jamais d'enfant, y compris celle qui aurait voulu en avoir. Pour expliquer ça, les démographes alignent 5 facteurs et le dernier est celui dont personne ne parle. Le premier, c'est l'éducation des femmes. Partout où les filles vont à l'école et accèdent au marché du travail, la fécondité chute. C'est observé dans tous les pays depuis 1960 et la Banque mondiale en a fait un de ses indicateurs de développement. Une femme diplômée a en moyenne 2 fois moins d'enfants qu'une femme sans qualification et elle les a beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas qu'une question de diplôme, le lieu de vie compte aussi. À la campagne, un enfant c'est une paire de bras, un actif. En ville, c'est un poste de coût. Logement plus cher, scolarité plus longue, loisirs payants et organisation logistique infernale. En 2024, 57% de l'humanité vit en ville. En 1960, c'était 34%. Ajoutez à ça l'addition salée. Un petit Français coûte en moyenne 9 000 € par an à ses parents, au moins jusqu'à ses 18 ans. À Séoul, l'addition grimpe à 200 000 € sur toute la scolarité à cause des cours du soir et de la pression académique. Le cas coréen est à cet égard l'exemple parfait. Logement inabordable, semaine de travail interminable, rapport homme-femme en pleine guerre froide. Résultat, 0,75 enfants par femme. Et puis, il y a le piège biologique. En France, une femme avait son premier enfant à 24 ans en 1975. Aujourd'hui, c'est 31 ans et plus on attend, plus la fertilité baisse. Les cliniques d'aide à la procréation fleurissent partout en Europe, ce qui en dit long sur les difficultés rencontrées par les couples. Enfin, le dernier facteur qui s'oppose à l'agrandissement des familles, plus discret mais décisif, c'est un changement dans les valeurs. L'enfant n'est plus une évidence sociale, c'est un projet parmi d'autres, quelque chose qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. Et quand on hésite trop longtemps, on finit par ne plus choisir du tout. Voilà pourquoi la natalité ralentit. À l'échelle mondiale, elle progresse toujours, mais moins vite. Et ça, pour certains, c'est un signal d'alarme qu'il faut prendre très au sérieux. Elon Musk passe ses soirées sur X à répéter que l'effondrement démographique est le plus grand risque auquel la civilisation est confrontée en ce moment, plus important que le climat, plus que l'IA. Un diagnostic partagé par Jensen Huang, le patron de Nvidia. Tucker Carlson, le visage le plus médiatique du conservatisme américain, en a fait un cheval de bataille politique. Et l'économiste allemand Richard Werner dénonce frontalement le Club de Rome comme un projet idéologique financé par les élites pour culpabiliser les classes moyennes. Et ils n'ont pas tort. C'est vrai,
Moins de jeunes, c'est moins de consommation, moins d'innovation et moins de prise de risque. Les startups, les brevets, les ruptures scientifiques viennent statistiquement des moins de 40 ans. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Xavier Niel ont tous lancé leur boîte avant 25 ans. Imaginez le désastre quand l'âge médian d'un pays passe de 35 à 50 ans. Et malheureusement, une fois que son taux de natalité passe durablement sous le plancher d'1,5 enfant par femme, il ne remonte quasiment jamais. La Corée du Sud y est depuis 20 ans, le Japon depuis 30 et l'Italie depuis 40. Aucun de ces pays n'a réussi à inverser la courbe malgré des milliards investis en politique familiale. En France, l'indice de natalité est tombé à 1,62 enfants par femme en 2024. C'est son plus bas niveau depuis 1919. En 80 ans, le solde naturel n'a jamais été aussi faible. Pour compenser le déséquilibre, le recours à l'immigration devient alors une solution pour beaucoup de pays. Si on ne fait plus assez d'enfants et qu'on veut maintenir le système économique, il faut importer de la main-d'œuvre. Personne ne dit que c'est mal en soi, mais à quelle échelle, à quel rythme et avec quelle capacité d'intégration ? Les natalistes n'apportent pas toujours de réponse honnête. Mais ils ont un autre argument, un truc solide qu'aucun chiffre ne mesure, la perte de projection. Une société sans enfants devient une société sans futur, sans urgence et sans raison de transmettre. Dans une telle société, quel est l'intérêt de préserver l'environnement ou d'entretenir des biens ou des lieux ? Bon, alors, comment fait-on pour sauver l'humanité ? On achète une maison avec 2 chambres en plus ou on prend un chat ? D'un côté, trop d'humains, de l'autre, pas assez. 2 camps, 2 peurs, et au milieu, un statisticien suédois qui a passé 30 ans à répéter la même chose aux 2 camps « Vous avez tort ». Hans Rosling était médecin de formation, fondateur de Gapminder, et il a passé 30 ans de sa vie à débunker les paniques démographiques sur scène devant des millions de personnes. Son message tenait en 2 mots « Don't panic ». Il aimait à répéter que la civilisation entrait dans une période de transition, mais rien de catastrophique. Selon lui, la population de la planète va se stabiliser autour de 10 milliards d'humains avant de doucement refluer. Autrement dit, nous avons déjà passé le pic démographique sans même nous en rendre compte. La baisse de la natalité n'est ni une bombe atomique, ni un miracle écologique, c'est ce qui arrive à toute société qui devient plus riche, plus éduquée et plus urbaine. Comme l'Europe au XIXe siècle, comme la Chine ou comme l'Afrique aujourd'hui. Ensuite, moins d'humains, c'est moins de pression sur les écosystèmes et moins de pression sur l'humanité, moins d'émissions, moins de béton, moins de déforestation. Ce n'est pas un drame écologique et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Le vrai problème, en réalité, ce n'est pas qu'on soit moins nombreux, c'est que nos systèmes sociaux sont conçus pour une population majoritairement jeune et active, et qu'ils sont obsolètes. Nos retraites, notre fiscalité, notre marché du travail, nos villes, notre éducation, tout a été construit après-guerre pour une pyramide des âges large à la base et fine au sommet. Mais cette pyramide n'existe plus depuis 25 ans. Et au lieu de redessiner les institutions, on s'acharne à les maintenir en vie en bricolant les paramètres à gauche ou à droite. Rosling rappelle qu'il existe des pistes, une retraite plus flexible, avec un curseur de départ adapté à la pénibilité réelle du métier et non à un âge théorique. Une fiscalité qui repose moins sur le travail et plus sur le patrimoine, la rente foncière ou les revenus des actifs. Une part de capitalisation individuelle, comme dans la plupart des pays comparables, pour ne pas tout faire reposer sur la prochaine génération. Ou encore une politique du logement qui cesse de transférer la richesse des jeunes vers les vieux. Aucune de ces idées n'est révolutionnaire. Elles existent ailleurs, elles fonctionnent, mais dans beaucoup de pays, elles ne passent pas le mur de la politique. Prenons la France. En 1960, 4 actifs payaient la pension d'un retraité français. Aujourd'hui, il n'en reste que 1,7 et en 2050, ce sera 1,2. Mais à chaque fois qu'il manquera de l'argent pour payer toutes les pensions ou les frais de santé, c'est l'État qui compensera. Et pour ça, il créera de la dette jusqu'au moment où plus personne ne lui prêtera d'argent. Mais si les solutions existent, pourquoi rien ne bouge ? La réponse tient en une phrase. Toucher aux retraites, c'est se mettre à dos 12 millions d'électeurs qui votent à chaque scrutin. Toucher à la fiscalité du patrimoine, c'est affronter les classes possédantes. Toucher à l'immobilier, c'est saboter 40 ans de politique du logement bâti sur la rente. Aucun politicien élu pour 5 ans ne va aller s'immoler pour des bénéfices qui ne se mesureront que dans 1 ou 2 générations. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Trop d'humains ou pas assez ? Non, ce n'est pas une vraie question, vous le savez maintenant, elle est mal posée depuis le début. Depuis Malthus en 1798, depuis Ehrlich en 1968, depuis Musk en 2024, le même chiffre, le nombre d'enfants par femme, a été brandi pour justifier tout et son contraire. Mais le problème n'a jamais été le nombre de naissances. Beaucoup de sociétés actuelles sont encadrées par des systèmes obsolètes, qui ne fonctionnent que si la population augmente.
Les retraites par répartition exigent toujours plus de cotisants. La fiscalité est toujours principalement adossée au travail et exige toujours plus de main-d'œuvre. Ces systèmes doivent s'adapter, les solutions existent. Elles marchent ailleurs, mais souvent elles se fracassent sur le même mur. Personne n'ose toucher à un modèle qui profite à ceux qui votent le plus. Si vous voulez creuser le sujet, le documentaire Birth Gap est disponible en intégralité sur YouTube et vous trouverez le rapport Meadows sur Amazon, la Fnac ou dans votre librairie préférée. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et n'oubliez pas l'offre de notre partenaire. Pourquoi laisser votre argent perdre de sa valeur face à l'inflation et manquer l'opportunité d'acheter de l'or dans votre application bancaire ? Entre le rendement de 4% versé chaque jour et la sécurité absolue des métaux précieux physiques stockés en coffre sans frais de garde, Débloq est l'outil ultime pour bâtir votre réserve d'or sans même y penser. N'attendez plus, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour activer votre compte, profitez de 3 mois de premium offert avec le code MONEY et débloquez jusqu'à 500 € de bonus à l'activation du compte. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite sur Money Radar.